Voici donc la deuxième partie de ce 8e cours. On a beaucoup parlé des lymphocytes T naïfs, notamment tout ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'était les conditions d'activation du lymphocyte T naïf. Une fois la première activation produite, les cellules qui vont dériver de cette activation, donc des cellules filles, le clone, va acquérir toute une série de propriétés qu'on appelle parfois état mémoire, mais on dit aussi parfois état expérimenté, les deux se rencontrent, ou bien primed en anglais. Pour les lymphocytes T, l'état mémoire se caractérise par différentes choses, dont certaines sont communes aux lymphocytes B. D'une part, la fréquence des cellules spécifiques de l'antigène reste plus élevée, même après la contraction. Il y a une expansion initiale et puis on va retourner on a une certaine contraction, mais on ne retournera jamais au niveau de base. On va donc conserver une fréquence plus élevée qu'avant la première activation. Le seuil d'activation sera abaissé, donc la quantité de stimulus nécessaire pour activer le lymphocyte sera plus faible qu'au niveau d'une cellule naïve, à la fois en termes d'affinité de l'interaction TCR-peptide, mais aussi la nécessité d'un second signal. Et de façon très importante, et c'est surtout de ça qu'on va parler dans cette dernière partie du cours, le lymphocyte T va acquérir une spécialisation qu'il va conserver par la suite. Un petit peu à l'instar des cellules B mémoire qui vont subir la commutation de classe et qu'elles vont conserver, je dirais, dans leur organisation génétique. Alors c'est un peu comme dans le système nerveux central, il existe différents types de cellules mémoire. Il y a des cellules mémoire au sens classique du terme, c'est-à-dire des cellules qui vont rester dans les organes lymphoïdes secondaires dans un état de quiescence, de repos, et qui vont assurer la persistance de la mémoire, parfois pendant toute la vie de l'individu. Certaines cellules mémoire persistent après une vaccination pédiatrique, et c'est la même cellule qui va persister pendant toute la vie de l'individu, en attendant en quelque sorte que l'antigène soit représenté. On appelle ces cellules-là des cellules mémoire centrales, TCM, T Central Memory. Elles ont donc une longue durée de vie et elles ont tendance à rester dans les organes lymphoïdes. Elles expriment des récepteurs de chymiokines qui font en sorte qu'elles vont retourner vers les ganglions lymphatiques notamment. Mais à côté de ça, il y a des cellules mémoire qui sont dites effectrices, qui vont à la fois exécuter une fonction tout en assurant une certaine mémoire à court terme, je dirais, de la rencontre avec l'antigène. On les appelle des cellules mémoire effectrices. Et ces cellules-là vont avoir une vie plus courte, un état d'activation persistant, et on va les trouver plutôt dans les tissus, les muqueuses notamment, les épithélias, que dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc, une mémoire centrale, avec une longue durée de vie et peu de recirculation, et une mémoire effectrice avec une courte durée de vie, une circulation surtout vers les tissus, et aussi une sensibilité à l'épuisement clonal. Donc ces cellules mémoire effectrices, comme je l'ai dit, ne vont pas vivre très longtemps, et plus le conflit antigénique persiste, plus vite elles vont mourir, ou en tout cas entrer dans une sorte de paralysie. Ce qu'on a appelé l'épuisement clonal. C'est notamment le cas quand la source d'antigène est intarissable, notamment dans le cas d'une infection chronique ou d'un cancer. Les mécanismes de cet épuisement clonal, exhaustion en anglais, ont été en partie élucidés il y a une dizaine d'années d'ici et impliquent notamment l'expression par ces cellules mémoire effectrices, par opposition à la mémoire centrale, implique notamment l'expression de récepteurs membranaires qui vont provoquer l'apoptose. Oui,
Les mécanismes impliqués dans cet épuisement clonal, exhaustion en anglais, ont été en partie élucidés il y a une dizaine d'années. Donc vous avez ici ces cellules effectrices qui vont entrer dans une sorte d'épuisement suite à la persistance du conflit antigénique, notamment dans le cas d'une infection chronique, mais aussi d'un cancer. Et ça passe notamment par l'expression d'un récepteur appelé PD1 pour Programmed Death, donc mort programmée, qui, quand il rencontre son ligand à la surface de la cellule présentatrice d'antigène, cela va générer soit l'énergie, soit la mort de la cellule. Alors notamment les cellules tumorales sont assez fortes pour exprimer massivement ce récepteur PDL, et ça va contribuer évidemment à favoriser la tolérance de la tumeur. Alors vous avez compris où je veux en venir. On a développé depuis quelques années des anticorps qui vont bloquer cette interaction entre PD1 et PDL1. Il s'agit soit d'anticorps anti-PD1, soit d'anticorps anti-PD1L plutôt que PDL1. Donc PD1L, le ligand de PD1. Et vous avez ici un pauvre monsieur qui était atteint d'un mélanome au niveau du visage, qui avait reçu un premier traitement par de l'ipilimumab, donc on en a parlé dans la première partie de ce cours, c'est l'anticorps anti-CTLA4. Malheureusement, il n'avait pas suffisamment répondu, et il a donc reçu un traitement par un anti-PD1, ce qui a permis, vous voyez, une spectaculaire régression de la tumeur. Donc c'est un petit peu la grande nouveauté des 10 dernières années en traitement du cancer, c'est l'utilisation de ces médicaments qui vont bloquer ce qu'on appelle communément les checkpoints de l'activation des lymphocytes. Un checkpoint au niveau de la cellule naïve, c'est-à-dire l'apparition de CTLA4 dès l'activation qui va ramener la cellule au repos, et des checkpoints au niveau des cellules effectrices qui, si elles ne parviennent pas à éliminer rapidement l'antigène, la source d'antigène, par exemple une infection ou un cancer, vont se mettre dans un état de paralysie. En bloquant cette interaction entre PD1 et PD1L, on va revigorer le lymphocyte T et lui permettre de retourner au combat en agressant les cellules tumorales, par exemple. Alors regardez tous ces médicaments qui sont en cours de développement, avec des indications qui ne se limitent certainement pas au mélanome. Vous avez des tumeurs des voies urinaires, vous avez des cancers pulmonaires, non-small cell carcinoma, etc., même des cancers du sein et des cancers qui a priori ne répondaient pas à ce genre de traitement. Alors bien évidemment, tout ça a des effets secondaires puisque ces mécanismes, ces checkpoints, comme je l'avais dit tout à l'heure, ont un rôle physiologique qui est celui d'éviter les phénomènes auto-immunitaires. Et donc, si vous bloquez ces checkpoints, eh bien, vous allez peut-être sauver votre patient de cancer, mais vous allez voir apparaître toute une série de maladies auto-immunes qui peuvent toucher l'hypophyse, le pancréas endocrine, les poumons, le foie, etc. Et donc, il y a une nécessité de prendre en charge ces effets secondaires quand on met en place un traitement par ces inhibiteurs de checkpoint. Une fois les lymphocytes activés, donc on a parlé de l'état mémoire centrale, mémoire effectrice, mais on n'a pas encore parlé des différentes spécialisations de ces cellules mémoire. Alors, il y a évidemment la grande orientation, qui est l'orientation auxiliaire ou cytotoxique. Il faut savoir qu'un lymphocyte CD8 naïf n'a pas encore de quoi tuer une cellule cible. Il n'a pas encore exprimé des perforines, des granzymes, etc. Et de même, un lymphocyte T CD4 naïf n'a pas encore choisi les cytokines qu'il allait sécréter pour aider les différents types de partenaires du système immunitaire. Cette activation initiale va donc s'accompagner de l'acquisition d'une spécialisation fonctionnelle. Alors au niveau des lymphocytes CD8, là aussi on va faire simple, c'est relativement simple, c'est de venir
une cellule cytotoxique, donc acquérir des grands enzymes, des perforines, etc. Par contre, au niveau des lymphocytes T helper, il y a une beaucoup plus grande déclinaison des fonctions possibles. Alors, on va y venir dans quelques minutes, donc notamment en fonction des cytokines qui vont être produites par ces lymphocytes T helper, mais quelques mots à propos d'une protéine membranaire qui va également jouer un rôle essentiel dans les fonctions helper des lymphocytes T. C'est le ligand de CD40. CD40 est une protéine qui est présente sur les cellules présentatrices d'antigènes, notamment les lymphocytes B, les macrophages, les cellules dendritiques. On peut aussi la trouver sur des cellules qui ne sont pas des présentatrices d'antigènes, comme des cellules endothéliales notamment. La stimulation de CD40 est absolument essentielle à la fonction de ces cellules présentatrices d'antigènes. Donc là, on a une sorte de relation bidirectionnelle, puisque jusqu'ici, on a vu des cellules présentatrices d'antigènes, que ce soit les cellules dendritiques, les macrophages ou les lymphocytes B, qui envoient des signaux vers le lymphocyte T, en lui permettant d'exécuter sa fonction. Mais ici, nous avons des signaux qui partent dans l'autre direction, qui, par l'intermédiaire du ligand de CD40, vont contribuer aux fonctions du macrophage, aux fonctions du lymphocyte B, aux fonctions de la cellule dendritique et, dans une certaine mesure, à la fonction de cellules qui ne sont pas des cellules présentatrices d'antigènes. Alors, on l'a vu ça une fois dans un des petits cours, je dirais, de quiz, où j'avais parlé de l'absence de ce ligand de CD40 qui provoquait une incapacité pour le lymphocyte B à faire la commutation de classe, avec ce syndrome d'hyper-IgM dont j'avais parlé, à propos notamment de ce petit garçon, je ne sais pas si c'était le même, mais en tout cas il lui ressemble, qui avait dû subir une greffe de moelle pour une absence de CD40 sur le chromosome X, avec trop d'IgM et trop peu d'IgG. Et bien de même, les personnes comme ce petit garçon qui n'ont pas de ligand de CD40 ont également des fonctions anormales au niveau de leur macrophage, par exemple. J'avais également parlé dans un de ces cours de retour, je vais dire de quiz, des vaccins conjugués. On peut en redire un mot ici, c'est de dire que, bien évidemment, le lymphocyte B va envoyer des signaux d'activation au lymphocyte T, notamment il peut exprimer CD80, CD86, il va présenter un peptide au lymphocyte T, donc ça c'est des signaux qui vont du B vers le T, mais exactement comme on l'a vu sur cette image-ci, le T va également envoyer des signaux au lymphocyte B, notamment par l'intermédiaire de CD40 ligands, mais également par l'intermédiaire de facteurs solubles. Dans certains cas, le lymphocyte B va devoir se débrouiller sans l'aide du lymphocyte T. C'est notamment le cas quand on a un antigène polysaccharidique, tout simplement parce que le lymphocyte T est incapable de voir les polysaccharides. Il ne pourra donc pas reconnaître comme un antigène quelque chose qui serait présenté sur la molécule CMH de classe 2 du lymphocyte B. Alors, quand un polysaccharide engage un lymphocyte B qui a des BCR capables de reconnaître des épitopes polysaccharidiques, ça peut malgré tout suffire à activer le lymphocyte B, tout simplement parce que sur le polysaccharide, un grand nombre d'épitopes identiques sont présents et que cela peut suffire à activer le lymphocyte B puisque des dizaines de BCR vont être engagés. De même, si on a simultanément une activation des toll-like récepteurs du lymphocyte B, parce que les lymphocytes B ont aussi des toll-like récepteurs, ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à l'immunité adaptative qu'ils sont dépourvus de ces récepteurs ancestraux, eh bien, on peut en quelque sorte se passer de l'aide des lymphocytes T pour qu'une activation du lymphocyte B se produise. C'est ce qu'on appelle une réponse T indépendante. Alors néanmoins, les réponses T indépendantes sont intéressantes, mais elles ont leurs limitations.
Il y aura notamment une mauvaise commutation isotypique, il y aura surtout des IgM et peu d'autres classes, exactement comme chez ce petit garçon. Il y aura une mauvaise hypermutation somatique avec des anticorps de faible affinité. Il y aura peu de cellules mémoire, ce sera donc surtout des plasmocytes de courte durée de vie. Et par ailleurs, les jeunes enfants et les personnes âgées sont intrinsèquement incapables de bien répondre de façon T indépendante. C'est la raison pour laquelle on a eu cette idée, quand on veut vacciner contre un polysaccharide, par exemple contre le pneumocoque, contre le méningocoque, on va chimiquement accrocher une protéine au polysaccharide, peu importe la protéine, pour autant que ce ne soit pas une protéine du soi. On va néanmoins cibler les lymphocytes B qui ont un BCR spécifique du polysaccharide contre lequel on veut vacciner. Le lymphocyte B n'y voit que du feu, il internalise le tout, à la fois le polysaccharide mais aussi la protéine. Le polysaccharide, lui, ne peut pas être présenté sur le CMH de classe 2, donc ce sont des morceaux de la protéine accrochés qui vont être exprimés sur le CMH de classe 2. Un lymphocyte T passant par là et reconnaissant comme étranger les peptides en question va procurer, via CD40, CD40 ligands, mais aussi via des facteurs solubles, va procurer l'aide nécessaire au lymphocyte B pour que la réponse dirigée contre le polysaccharide ne soit plus une réponse T indépendante, mais une réponse T dépendante avec une commutation de classe, une hypermutation somatique, etc. Donc c'est tout le principe des vaccins conjugués. Alors on en vient maintenant enfin à la spécialisation de ces réponses auxiliaires. Le lymphocyte T naïf on l'appelle parfois TH0. Ce TH0 reflète le fait qu'il n'a pas encore acquis de spécialisation. Il est dans un état indifférencié. Suite à cette activation et du contexte dans lequel elle se passe, et on n'aura certainement pas le temps d'aborder le déterminisme de cette activation initiale qui va faire que le T-helper acquiert certaines propriétés plutôt que d'autres, le lymphocyte T-helper va acquérir, il y a différentes possibilités de spécialisation. On va ici parler de 5 spécialisations fonctionnelles, mais il y en a beaucoup d'autres. Je parle de celles qui sont connues depuis une dizaine d'années, voire même plus, qui sont considérées comme classiques, mais on décrit une grande variété des différenciations fonctionnelles des T-helpers. Donc ceci est un résumé. Alors tout d'abord, certains lymphocytes T-helpers vont se spécialiser dans l'aide procurée aux lymphocytes B. Exactement ce qu'on vient de dire ici avec mon histoire des vaccins conjugués. Donc il y a des lymphocytes T dont le but, la fonction, c'est vraiment de bien aider les lymphocytes B à faire une bonne réponse, une bonne immunopoïèse. Ces lymphocytes T, on va les trouver dans les centres germinatifs, puisque c'est là que l'immunopoïèse B se produit, en particulier dans les follicules, et on va les appeler des lymphocytes T auxiliaires folliculaires, en anglais TFH. Ok ? Il y a d'autres lymphocytes T dont helper spécialisés dans l'aide aux lymphocytes B, mais qui vont très spécifiquement orienter la production, la commutation de classe vers les IgE, avec une grande importance, comme on va le voir, dans la réponse contre les parasites, mais aussi dans les réponses allergiques. Historiquement, ils ont été appelés TH2. On a des lymphocytes T qui vont, helper, qui vont se spécialiser dans l'aide donnée aux macrophages, aux lymphocytes T cytotoxiques et aux lymphocytes T et aux cellules natural killers. Ceux-là qui ont été les premiers à être découverts sont appelés les lymphocytes TH1. Plus récemment, ont été découverts des lymphocytes T qui sont producteurs d'une cytokine appelée interleukine 17, qui fait une sorte de lien entre l'immunité adaptative et l'immunité naturelle. Donc c'est une cytokine qui va activer les polynucléaires neutrophiles
et les défenses de barrière. On pourrait même, à mon avis, plus justement mettre ici les neutrophiles. On les appelle, non pas par ordre de découverte, mais par le nom de la cytokine qu'ils produisent, on les appelle les lymphocytes Th17. Et enfin, des lymphocytes ont pour mission de réguler les réponses des autres T-helpers et sont appelés les lymphocytes T-régulateurs ou Treg. Alors, quelques mots concernant tout cela. Tout d'abord, les lymphocytes T des centres germinatifs qu'on appelle les TFH, qui vont, bon, vous avez ici une abondance de détails avec des récepteurs chimiokiniques, le CD40, vous le savez déjà, qui va jouer un grand rôle dans l'aide aux lymphocytes B, CD40 ligand, mais une cytokine très importante dans cette fonction qui est l'interleukine 21. Encore une fois, qui va intervenir dans la bonne activation du lymphocyte B et sa différenciation en plasmocytes producteurs des différentes classes d'anticorps. Un mot sur les lymphocytes Th2. Ces lymphocytes Th2, comme je l'ai dit, ils influencent la commutation isotypique vers les IgE, notamment grâce à une cytokine appelée interleukine 4. Ils produisent aussi des cytokines qui vont activer les éosinophiles, et vous voyez, il y a une sorte d'intégration, la nature est bien faite, puisque tout ça va contribuer à une bonne prise en charge des infections helminthiques, puisque, souvenez-vous, une des façons de se débarrasser de ces vers, notamment, ce sont des éosinophiles qui vont faire de l'ADCC grâce aux IgE, les IgE qui vont se fixer sur l'éosinophile par un récepteur Fc epsilon, R, et sur le ver par les parties FAB de l'IgE. Eh bien, les lymphocytes Th2, ils vont à la fois aider à la production d'IgE grâce à l'interleukine 4 et activer les éosinophiles grâce à l'interleukine 5. Malheureusement, pour des raisons dont on parlera, qu'on essaiera d'expliquer parce que ce n'est pas si clair que ça dans le cours d'immunopathologie, toute cette mécanique est un petit peu, en quelque sorte, déviée de sa fonction dans les phénomènes allergiques en général qui font intervenir tant les IgE que les éosinophiles. Donc voilà un petit schéma qui vous montre ces Th2 qui favorise la commutation de classe vers les IgE et qui active notamment les éosinophiles, les basophiles, les mastocytes par d'autres cytokines comme l'interleukine 5. Les lymphocytes Th1, ce sont des lymphocytes qui, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, vont activer les lymphocytes cytotoxiques, T cytotoxiques, les NK, les macrophages, et qui vont en fait intervenir pour lutter contre les infections intracellulaires. Des microbes qui restent cachés à la fois dans les macrophages eux-mêmes, mais aussi dans n'importe quelle cellule de l'organisme et dont la seule façon de s'en débarrasser est de tuer les cellules au sein desquelles l'infection se trouve, ce que font les lymphocytes T et les cytotoxiques et les natural killers. Alors, les principales cytokines qui sont sécrétées par les Th1 sont l'interféron gamma, le TNF-alpha et l'interleukine 2. Par ailleurs, on retrouve ici le rôle de ce CD40 ligand. Regardez par exemple, si on reprend cette image-ci, eh bien on pourrait dire que dans cette interaction du lymphocyte T qui active le macrophage, c'est un lymphocyte Th1 qui fait le travail. Toute une série de fonctions Th1, mais bon, il y a trop de détails ici, mais on retrouve l'activation du macrophage, avec une fonction plutôt anti-infectieuse du macrophage de type M1, l'activation des lymphocytes cytotoxiques qui vont permettre la génération de CTL efficaces. L'interféron gamma notamment va induire l'expression de perforine et de granzymes au niveau des lymphocytes TCD8.
Vous connaissez probablement cette notion d'hypersensibilité cutanée retardée. Si vous avez été en contact avec certains antigènes microbiens, par exemple de la tuberculose, si on vous injecte au niveau du derme de petites quantités d'antigènes tuberculeux, eh bien cette réponse TH1 va localement activer des macrophages, les attirer sur place, des lymphocytes T cytotoxiques, et tout ça va générer une petite papule que vous allez pouvoir palper et qui apparaît après quelques jours, après 2 ou 3 jours, et qui est en fait le reflet d'une immunité de type TH1 contre les antigènes que vous avez injectés dans le derme du patient. La résolution de cette image n'est pas très bonne, mais si on fait une analyse de ça, M. Delven vous en parle, on aura ce qu'on appelle un granulome avec des macrophages activés qui prennent un aspect de cellules géantes parfois, des lymphocytes T de type TH1 qui sont producteurs d'interféron gamma. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité cutanée retardée, à ne pas confondre avec les réponses immédiates qui sont plutôt liées à l'activation de mastocytes chargés d'IgE. On y reviendra abondamment dans les cours d'immunopathologie. Les lymphocytes Th17, eh bien, ce sont des lymphocytes T-helper, comme leur nom l'indique, qui produisent une cytokine. Encore une fois, c'est plus compliqué, il y a plusieurs sous-types d'interleukine 17, mais simplifions. Une cytokine qui est sécrétée, donc l'interleukine 17 est une cytokine qui est sécrétée par certains lymphocytes T, les Th17 en l'occurrence, mais aussi des lymphocytes non conventionnels de type gamma-delta, et qui ont pour propriété d'activer les neutrophiles, d'activer les macrophages, et d'activer notamment les défenses de barrières au niveau épithélial. Toute une série de propriétés de barrières, à la fois la production de protéines qui assurent la cohésion des différentes cellules épithéliales au niveau des tight junctions, mais aussi la production de peptides antimicrobiens dans la lumière de l'intestin ou des voies respiratoires, la translocation des IgA, et bien tout ça est sous le contrôle de l'interleukine 17. Ce qui fait dire que ce sont des gardiens des épithéliums, gatekeepers des épithéliums, par toutes ces fonctions, donc production de peptides antimicrobiens notamment, et translocation des IgA, mais toute une série de fonctions. On considère que dans certaines maladies intestinales, notamment comme la maladie de Crohn, un excès de fonction Th17 peut jouer un rôle à tel point que des médicaments sont développés pour y remédier. La dernière population de lymphocytes T helper que nous verrons dans ce cours, c'est celle des lymphocytes T régulateurs. Donc il s'agit bien de lymphocytes T helper qui sont CD4 positifs et qui ont pour propriété de calmer le jeu, de calmer les réponses TH1, de calmer les réponses TH2 par exemple, et les réponses TH17. Et si ce monsieur qui est un apiculteur est très souriant malgré d'inévitables piqûres d'abeilles, c'est parce qu'il est vraiment sûr de ne pas être allergique. Et s'il est sûr de ne pas être allergique, c'est grâce à la fonction de ces lymphocytes T régulateurs. Alors regardez ce petit schéma qui illustre mon propos.